BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est parti, on va parler crypto-actifs, crypto-monnaie. Club BFM Crypto, chaque jour à l'heure du goûter. En tout cas, il nous accompagne. Grégory Raymond vient de nous rejoindre, rédacteur en chef, cofondateur de The Big Whale, le nouveau média crypto. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Adli Takal-Bataille également avec nous, président du Cercle du Coin, Cercle du Coin. Bonjour Adli. Bonjour. Du Coin ou du Coin ? Moi je dis du Coin. Mais... Du Coin, ben voilà. Associé fondateur de Shift Capital. Rodolphe Stéphane nous accompagne aussi pour Interactive Trading. Bonjour Rodolphe. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Lendemain de Fed, on le disait, compliqué sur les marchés. Quel comportement observez-vous sur les cryptos, Rodolphe ? Alors je rejoins Jean-Louis, ce que vient de dire Jean-Louis sur les cryptos, les autres marchés sont complètement perdus. Pendant mon absence, elles ont tenté de tirer un peu leur épingle du jeu, en rebondissant légèrement, mais les cryptos aujourd'hui, il est clair qu'elles n'arrivent pas à sortir de l'eau dans ce contexte, cet environnement complètement dégradé. Je vais commencer à mon avis principalement par le négatif. Hier soir, on a assisté à une mettant de côté complètement la croissance et l'argent facile, un peu comme toutes les autres banques centrales du reste, de se concentrer sur l'inflation et de contenir. On va essayer, Rodolphe, de rétablir et d'améliorer la liaison. Je vois un petit sourire en coin de Grégory Raymond, que ça amuse, un petit souci technique comme ça en direct. Je vous ai vu. On va rappeler Rodolphe dans un instant pour essayer de voir les signaux que nous envoie l'électrocardiogramme des cours des cryptos et quel potentiel attendent les différents cryptos actifs. On rappelle à ceux qui souhaitent y investir qu'évidemment tout ça reste très volatile et qu'on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre dans cet univers des cryptos. Juste avant de retrouver Rodolphe, ça fait une semaine maintenant, Grégory, que le merge a eu lieu, qu'Ethereum est passé en proof of stake. Quel premier bilan est-ce qu'on peut tirer du merge ? Depuis une semaine, en fait, tout s'est remarquablement bien passé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Et je pense que la communauté Ethereum et surtout ses développeurs principaux peuvent être assez fiers de ce qui s'est passé. C'est une vraie prouesse technique. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la masse monétaire de l'Ether est restée quasiment stable en fait depuis une semaine, alors que si on était resté sur le proof of work, elle aurait dû augmenter de quasiment 4%. Donc ça participe à la rareté en fait de l'Ether, donc ça lui donne potentiellement plus de valeur. Donc c'est intéressant. Et les mineurs ont été remplacés par des validateurs avec le passage au proof of stake. Ils sont ces validateurs, les nouveaux patrons du réseau. BFM Business, média de solutions. Comment peut-on devenir validateur ? Et Grégory, combien ça rapporte ? C'est très simple. Si vous voulez devenir validateur, Guillaume, il faut immobiliser, donc stacker 32 Ethers dans un logiciel de validation. Donc 32 Ethers, c'est la modique somme de 40 000 euros là aujourd'hui. Donc une paille pour vous, Guillaume. Oui. Mais au plus fort du bull market en novembre dernier, 32 Ethers, ça représentait 150 000 euros. Donc c'est pas pour tout le monde en fait de devenir validateur. En plus, il faut des compétences en informatique assez importantes, parce que ça revient à faire tourner un petit serveur en fait à la maison. Donc voilà, pas tout le monde ne sait le faire. Et ce que ça rapporte, c'est ce qui intéresse les gens, c'est à peu près 5% de rendement annuel par rapport au nombre d'Ethers qu'on a donc immobilisés dans le réseau. Donc c'est assez intéressant. 5% de rendement annuel, ça a néanmoins l'air très compliqué. Il n'existe pas de solution simple pour devenir validateur sur Ethereum ? Si, bien sûr. Vous pouvez vous adresser à une plateforme d'échange, c'est la solution la plus simple. Donc Coinbase, Binance, Kraken. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il n'y a pas de minimum de dépôt. Il n'y a pas les 32 Ethers de dépôt nécessaires. On peut commencer à immobiliser, stacker donc des poussières d'Ethers. Donc c'est très intéressant. Le problème, c'est que forcément les plateformes d'échange, elles remplissent un service, elles accomplissent un service. Donc on vous prend une importante commission, c'est de l'ordre de 40% à peu près en moyenne. Et le deuxième problème, c'est que il faut faire confiance à ces entreprises. Si Coinbase a un problème avec sa réserve ou voire même fait faillite, les Ethers que vous avez mis dedans là pour participer à la validation, potentiellement vous les perdez. Donc il y a un risque. Les poussières d'Ether. Adli. Si je peux me permettre sur un troisième risque, c'est le risque sur le réseau. C'est-à-dire que les acteurs qui détiennent les nœuds validateurs, finalement, vont pouvoir relayer ou pas les transactions, censurer ou pas des transactions. Donc, tout donner à des acteurs centralisés, c'est aussi le risque d'avoir des acteurs qui, un jour, se plient à telle ou telle régulation et commencent à trier le bon grain de livret, entre guillemets. Je suis totalement d'accord. Et puis, quand on est dans ce secteur, il faut un peu embrasser la philosophie de la décentralisation et donc éviter au maximum de passer par des acteurs très centralisé. Et du coup, il existe des solutions pour ça ? Oui, il y a une solution intermédiaire entre être un validateur seul ou passer par une plateforme d'échange. C'est ce qu'on appelle le liquid staking. C'est représenté notamment par un protocole qui s'appelle Lido. Donc là aussi, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'immobiliser 32 Ethers. On peut y aller avec des poussières. Et l'avantage principal, c'est que
vos fonds, vous les gardez toujours. Les fonds sont toujours reliés à votre wallet. Donc, il n'y a pas de risque de faillite et de perte de fonds. Donc, ça, c'est très intéressant. Et le deuxième avantage... Les fonds sont toujours reliés à votre wallet. Oui. Vous disiez à vos toilettes. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous en Il faut prie. articuler, je suis désolé. Donc oui, mais ce qui est intéressant, c'est que aussi on peut, quand on immobilise des Ethers, on reçoit en échange une représentation numérique de ce qu'on a placé sous forme de nouveaux tokens. C'est un peu comme si on plaçait de l'argent sur un compte dans une banque et que la banque nous délivrait un document qui certifiait qu'on avait bien ces fonds quand même qui nous appartenaient quand même. Donc, bien sûr. Les banques peuvent délivrer des certificats de dépôt pour pouvoir demander un crédit ou autre, par exemple. C'est comme un certificat de dépôt. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les placer dans d'autres protocoles de finances décentralisées et ça peut procurer du rendement. Donc c'est très intéressant, Lido. Donc. Bon, très intéressant, Lido. On a fait le tour là-dessus, ou il y a encore des choses à dire à ceux qui souhaiteraient peut-être se reconvertir, changer de vie et devenir validateur sur Ethereum pour bénéficier, vous le disiez, de ce rendement non garanti, on précise aussi quand même, non garanti, de 5%. C'est non garanti. C'est dynamique, oui. Ouais, par rapport au nombre d'Ethereum stakés, ce que disait Grégory. Non, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a un risque de centralisation avec tout ça. Ah oui. Mais disons que Lido, ils font quand même les choses relativement bien, c'est que c'est pas vraiment un validateur en tant que tel, c'est un intermédiaire de validateur. Donc quand on leur donne des Ethers, ils les dispatchent un peu de partout. Donc ça limite cette centralisation-là. Vous connaissiez Lido, Takli ? Oui. Vous êtes des pros des cryptos tous les deux et vous nous accompagnez très régulièrement, les pionniers des cryptos chaque jour dans ce club BFM Crypto. Puisqu'on est sur Ethereum, on peut parler aussi de ce qu'a dit le gendarme boursier américain. C'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, la SEC, qui vient d'expliquer qu'Ethereum pourrait tomber sous sa juridiction, donc sous la juridiction américaine, parce que de nombreux validateurs aux yeux de la SEC sont aux États-Unis. C'est un problème, ça, quand même. Oui, effectivement, et c'est pour ça. Ethereum serait-il le cheval de Troie des États-Unis ? Il faut absolument que tous les nœuds de validation soient répartis de la façon la plus étendue possible sur le globe. Et effectivement, il y en a beaucoup aux États-Unis pour l'instant. Et c'est un vrai problème qui a émergé avec le passage d'Ethereum à la Proof of Stake. Bon, parce que Amazon est en position de domination sur les serveurs. Effectivement, il y a beaucoup de nœuds qui sont hébergés chez Amazon. Tout simplement. Bon, vous nous expliquerez dans un instant, vous nous dévoilerez dans un instant le contenu de ce que vous proposez sur The Big Whale, les newsletters aussi. On est jeudi, c'est aujourd'hui que paraît. Exactement, c'était jeudi. Vous l'avez pas lu, Guillaume ? Elle est payante celle-là, non ? Oui, celle du jeudi, c'est pour ça. Oui, parce que vous avez utilisé tous vos Ethers pour les mettre dans un nœud, oui. Exactement. Adli, on va parler aussi du Bitcoin dans un instant. Face à l'inflation, là on est en pleine période d'inflation et Bitcoin n'arrive pas à décoller. Est-ce que le Bitcoin est en train d'échouer comme actif refuge face à l'inflation ? Vous nous direz ce que vous en pensez juste après avoir tenté de rappeler Rodolphe Stéphane depuis Interactive Trading. Rodolphe, êtes-vous là ? Moi, je vous entends très bien, Guillaume. Eh bien, on est ravis de vous retrouver donc à nouveau, Rodolphe, au lendemain de la Réserve fédérale américaine. La Fed est passée, on voit que ça tangue fortement à nouveau sur les marchés. Est-ce aussi le cas sur le marché crypto que vous suivez de près, Rodolphe ? Oui, tout à fait. On a assisté hier à une fête très offensive, donc comme je disais, qui a mis complètement de côté la croissance et l'argent facile, comme l'ensemble des banques centrales aujourd'hui, afin de se concentrer uniquement sur cette inflation galopante. Et parallèlement, on a toujours une géopolitique qui inquiète fortement, avec une Russie ou du moins un Poutine très agressif, donc on n'est jamais à l'abri d'une escalade militaire. Pour moi, on n'a donc aucune perspective pour l'instant, même lointaine, positive, et l'ensemble des actifs risqués, dont le monde des cryptos, reste sous pression en ce moment. Et tant que ce dollar restera aussi fort, ces thématiques inchangées, on gardera des tendances malheureusement dégradées et un manque de visibilité certain pour l'instant de manière graphique. Et ça, c'est vrai sur Bitcoin ou c'est vrai aussi sur Ether, l'autre grande crypto, Ether actuellement à 1279 $. Ça fait maintenant une semaine, on en parlait avec Grégory, que le merge a eu lieu. Quel potentiel technique voyez-vous, Rodolphe, désormais sur Ether ? Alors justement, je vais revenir quand même sur des aspects positifs. Pour l'instant, techniquement, on le sait qu'il n'y a rien à espérer de marquant et de majeur tant que l'Ether reste sous les 1500 $, grosso modo, et le Bitcoin sous les 22 500 $. Mais on a quand même une poursuite des ranges et pas une vraie dégradation pour moi. Il nous manque toujours, on le sait, un spike baissier, c'est-à-dire une grosse mèche baissière. Ça peut être vers les 16, 15, 16, 17 sur le Bitcoin et à nouveau vers les 1000 $ sur l'Ethereum. Et ce qui nous manque surtout, c'est une grosse bougie haussière hebdo, voire mensuelle, c'est-à-dire qui vient définitivement casser les obliques baissières. On a des obliques baissières en données hebdomadaires, qui partent des plus hauts historiques. Et à chaque coup, ces obliques renvoient
les cours à la baisse. Et donc, il nous faut une grosse bougie impulsive, dans le jargon, on pourrait dire une patronne, comme en avril 2021, qui va venir casser ces obliques baissières et montrer la présence et le retour des grosses mains et relancer la dynamique. Pour l'instant, on ne l'a pas, c'est clair et net. Mais étant donné qu'on a quand même toujours un écosystème en plein développement, notamment avec les nouvelles que vous prenez soin notamment d'aborder chaque jour sur votre antenne, par exemple avec le Nasdaq récemment, je pense clairement qu'il faut raisonner en cycle long terme actuellement et même pour un trader. C'est-à-dire qu'on a des ranges, d'accord, sur le Bitcoin 18-22 avec des excès possibles sur 16-17. Sur l'Ethereum, on a 1002-2000, entre 1000 et 1200 $ en bas. Je pense sincèrement qu'il faut se placer, si on a une vision plutôt long terme, mais même si on est trader, sur des excès baissiers sur ces bas de range, en attendant ces éclaircies et cette bougie impulsive. Ça peut concerner aussi d'autres cryptos, comme Atom entre 11 et 12 $, ou Matic entre 0,6 et 0,70 $. Mais je pense que pour celles et ceux qui voient de l'avenir dans les cryptos, je pense qu'actuellement, techniquement, on est dans des ranges et il faut mieux se placer acheteur sur les bas de range et au fur et à mesure que ça remonte un peu, dégrossir son exposition, quitte à y revenir un peu plus bas. Je pense que c'est ça actuellement qui techniquement il faut faire sur les crypto-monnaies. Donc l'Ether entre 1100 et 1250 et le Bitcoin entre 17 000 et 18 000 avec une baisse possible éclair sur 16 000. Merci Rodolphe. Rodolphe Stéphane, depuis Interactive Trading, Ether, Bitcoin. On parlait du potentiel technique un instant. Adi Takalbataï nous accompagne toujours pour le cercle du coin. Quand on regarde les fondamentaux, quand même, on est en phase d'inflation, en tout cas de hausse des prix. Des hausses de prix dignes des années 70. C'est quand même costaud. Depuis des années, tout le monde, enfin dans la communauté crypto, tout le monde nous disait mais Bitcoin, justement, c'est un super refuge, un super rempart. Ce sera un super rempart quand l'inflation reviendra. Elle revient, les hausses de prix sont là, spectaculaires. Le Bitcoin s'est cassé la figure et il n'arrive pas à remonter la pente. Est-ce que c'était un rempart en carton ? Mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est que déjà le marché anticipe. C'est-à-dire qu'il ne joue pas le coup quand il est présent, il joue le coup, il essaie de le jouer avant. Et la deuxième chose qu'on oublie, c'est que l'inflation, c'est finalement assez en retard. L'apparition des faits pratiques, donc la montée des prix et haute de l'inflation, ça prend du temps. Ça prend du temps à être constaté parce qu'en plus, les évaluations d'inflation se font année sur année. Et ça fait depuis, j'ai envie de dire, on peut dire même avant 2020, mais depuis 2020, le Covid et l'impression massive de dollars, que tout le monde disait l'inflation arrive. On peut dire que l'inflation n'est pas due à l'injection de la Fed, c'est ce que soutiennent certains également, et ça peut se tenir. Certains voient uniquement l'inflation à cause des bouleversements de la supply chain, à la fois chinoise, à la fois de la guerre en Ukraine, de la montée du prix des hydrocarbures et ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que finalement, Bitcoin a joué son rôle dans cette anticipation de l'inflation. C'est-à-dire qu'au moment où beaucoup de monnaie a été imprimée, Bitcoin a monté. C'est plus un indicateur finalement des liquidités dollars disponibles sur le marché. Et comme l'or, parce que l'or a eu un peu le même tracé. C'est-à-dire que l'or, là, depuis le début de l'année, est en chute libre. C'est vrai. Alors que c'est censé aussi être un actif, haven, comme on dit. Ouais, un rempart contre l'inflation. En fait, ce que vous nous dites, c'est que ce qui empêche le Bitcoin d'agir comme un refuge face à l'inflation, c'est que pendant que l'inflation se manifeste, les banquiers centraux resserrent leur politique monétaire. Voilà, c'est le problème. Donc ça signifie que le Bitcoin, qui est supposé libérer des centralités des banques centrales, ce Bitcoin en est clairement dépendant. Il est tout petit aussi. Ouais. Il est encore tout petit par rapport à l'échelle de la finance mondiale et qu'il ne s'est pas toujours comporté comme ça, j'ai envie de dire, dans son histoire. Même s'il n'a pas trop connu de phase de tightening vraiment très fort, il n'a pas toujours été autant corrélé au S&P, il n'a pas toujours été autant corrélé à l'or. Là, vraiment, tous les actifs souffrent en fait face au dollar. Les seules choses qui s'en portent bien, c'est les bonds et ce genre de placement. Parce que la Fed, pour l'instant, a décidé de resserrer les taux, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots. Et, ouais, c'est vrai. Et ça crée une tension sur les marchés dingue. Et c'est ça qui, par rapport aussi à l'intervention qu'il y avait même sur la bourse traditionnelle, pourquoi il y a beaucoup de volatilité ? Parce qu'il n'y a plus de liquidité. Il n'y a plus assez de dollars sur le marché. Malgré tout, les marchés sont drivés par la quantité de dollars sur les différents carnets d'ordre. Et là, il n'y a plus de dollars sur les carnets d'ordre parce que les dollars fuient de par la politique monétaire américaine. Donc, alors c'est ce que les Américains ont coutume de dire, le dollar, notre monnaie, votre problème. Il y a un autre fight the Fed. Et voilà, cet autre dicton, en effet, sur les marchés, don't fight the Fed. Même le Bitcoin face à la Fed, même le Bitcoin est dépendant.
C'est quand même ce qu'on peut retenir de la phase actuelle. Après, tout dépend aussi de l'échelon à lequel on se place. Ça veut dire qu'au début de la crise Covid, Bitcoin, quand il chute à $3 000. Quasiment, si je ne me trompe pas. Si, ouais, il me semble que c'est $3 000. Là, on a quand même un Bitcoin qui est encore à $20 000. Si on le compare à l'or, si on le compare le S&P, en revanche, lui a quand même bien grimpé de mémoire. Mais si on le compare à l'or, il me semble que l'or, par exemple, n'a pas autant grimpé dans ce même espace. Donc finalement, on a un actif qui est plus volatile, donc on a l'impression qu'il chute. Mais en réalité, il a joué son rôle d'anti-inflation. Mais il a joué avec une variation extrêmement forte. Parce que la variance de Bitcoin et sa régression à la moyenne, elle est... Oui, il y a des variations toujours plus amples sur les cryptos que sur les marchés boursiers traditionnels. Et si on prend du recul, Bitcoin est en progression constante, en fait, depuis sa création. C'est sûr que là, oui, il y a des chutes vertigineuses. Et oui, effectivement, depuis 6 mois, voire même un peu plus, c'est l'enfer. Mais voilà, un investisseur qui est positionné depuis 4 ans, même 3 ans, en fait, il est toujours largement en bénéfice. Oui, et les plus bas de cette année sur Bitcoin sont beaucoup plus hauts encore que les plus bas des phases précédentes de correction. Voilà. Les plus bas précédents, c'était 3000, là on est à 20 000. Par l'année dernière. Enfin, si on fait année par année, en tout cas. Et est-ce qu'on peut mettre toutes les cryptos dans le même panier quant à leur corrélation aux banques centrales, aux marchés boursiers, ou ça va dépendre aussi de ce qu'il y a derrière, de l'infrastructure qu'il y a derrière et des usages associés? Ça, pour le coup, c'est assez prouvé que les cryptos sont corrélés entre elles pour l'instant, et à Bitcoin surtout. Donc, pour l'instant, ça risque de changer. Par exemple, la politique monétaire d'Ethereum qui change actuellement. Donc, il y a là actuellement les Ethers émis sur le réseau. C'est moins de, l'inflation est plus faible sur Ether que sur Bitcoin. Alors que Bitcoin est déjà sur un cycle très avancé dans ses halvings, donc dans sa diminution de l'émission monétaire. Et pourtant, Ether, avec ses nouveaux mécanismes, émet moins d'Ether sur le réseau. Donc on a finalement peut-être un changement de paradigme avec Ethereum, qui en plus a une capacité supplémentaire qui est celle, j'ai envie de dire, de l'usage d'autres applications qui utilisent des frais, qui vont également aux mineurs. Donc on a une espèce d'actif qui va représenter l'usage du réseau par rapport à Bitcoin, où ça va plus être l'usage du fait de le garder qui va la possession. Mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais le Bitcoin pèse encore 40% quand même du marché. Bien sûr. Donc ça reste l'étalon de par son poids en fait. Là, c'est le Bitcoin maximaliste qui parle. Non, mais franchement, je suis neutre. Ce sont les faits, Guillaume, les faits. Les chiffres sont têtus, en effet, les faits. Dans la mesure où on entre en phase de ralentissement économique, peut-être de récession à venir, vous dites un certain nombre de cryptos, et notamment celles liées à Ethereum, voient leur valeur liée à l'usage plus que sur Bitcoin. Potentiellement, on pourrait voir leur valeur de plus en plus liée à l'usage. Si on entre en phase de ralentissement, de récession, est-ce que si c'est lié à l'usage, vous craignez aussi un impact du cycle sur le cours de ces cryptos-là liés à l'usage? On veut dire que tout est lié. Donc si tout diminue, tous les usages diminuent, je ne vois pas pourquoi les usages numériques ne diminueraient pas. Le cas du Covid était un peu spécifique avec le fait d'être enfermé chez soi, et donc les usages numériques ont pris de l'ampleur par rapport aux usages, on va dire, plus physiques. Mais dans un cadre à peu près normal, clairement, il risque aussi de souffrir d'une baisse d'usage. Sauf qu'on part de zéro sur cet univers blockchain. C'est ça la différence, c'est qu'on est un écosystème qui est en pleine croissance. Et on peut espérer que la Fed potentiellement pivote, parce que pour maintenir sa paix sociale, c'est dur de faire s'appauvrir à la fois les riches et les pauvres sur une très longue période aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en phase de souffrance des cours des cryptos, de souffrance de baisse des marchés financiers, de ralentissement économique, en tout cas plus en Europe pour l'instant qu'aux États-Unis. Et pour autant, les projets dans l'écosystème ne cessent de fleurir, cessent de se multiplier. Et là, pour il y a une construction constante. Ça, c'est les périodes les plus fertiles, finalement, les périodes de baisse, parce qu'il n'y a pas l'opportunisme, il n'y a pas le côté un peu passionné qu'il peut y avoir dans ces moments-là, avec beaucoup de projets qui fleurissent, mais aussi beaucoup de choses de maigre qualité, alors que les survivants des bear markets sont généralement les futures licornes crypto de demain, j'ai envie de dire. Quand on regarde l'activité des fonds VC, que ce soit Andreessen Horowitz, Sequoia, ils investissent à fond en ce moment. Le capital risque, ils y vont à fond. Ils profitent énormément du bear market. Même des boîtes richissimes comme Animoca, qui ne sont pas tout à fait des fonds, mais soutiennent énormément l'industrie. Et voilà. Donc même pas peur. C'est la morale de l'histoire. Voilà, la morale de.
Voilà, non mais bien sûr, et puis vous êtes tous les deux des pionniers dans cet univers, on rappelle, investisseurs aussi, bien sûr, il faut y croire, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de faits, d'annonces, de rapprochements, d'initiatives, même aux États-Unis, le Nasdaq par exemple qui a annoncé ces derniers jours qu'il allait proposer un service de conservation des cryptos, voilà, les choses avancent et la finance traditionnelle elle-même s'intéresse de plus en plus à cet écosystème, c'est pour ça qu'on vous en fait part aussi au quotidien désormais sur BFM Business, c'est notre club BFM Crypto. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Adli Takal-Bataille, le Cercle du Coin, Shift Capital également, dont vous êtes cofondateur. Merci beaucoup Adli, merci Grégory. De quoi on parle cette semaine dans The Big Whale ? On a parlé de Lido tout à l'heure, donc on a fait un gros dossier dessus, avantages, inconvénients, et on a l'interview exclusive de Yatsu, le fondateur d'Animoca, qui est l'un des plus gros argentiers de l'écosystème Web3, donc il est très rare dans les médias, on est très content de l'avoir eu. Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale avec Raphaël Bloch. Merci beaucoup Grégory d'être passé nous voir. The Big Whale, édition de la newsletter payante le jeudi mais gratuite le mercredi. C'est bon, pour les débutants. Merci beaucoup. Le CAC 40 en baisse toujours, on va s'en reparler dans un instant. On se rebranche à la séance du jour en direct dans moins de 2 minutes, juste après la pause. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.